Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Christophe Rondel, secrétaire général de la CFDT Bretagne. Il est venu jusqu'au micro de Bretagne 5, il n'y a pas eu d'embouteillage ce matin. Il est bien là, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de cette rentrée, je n'allais presque dire, sans faire de vilain jeu de mots, sous haute tension sociale. Beaucoup de choses, d'abord cette situation économique très compliquée, et puis l'emploi toujours et encore qui est une source de préoccupation pour les Français. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. Est-ce que c'est quelque chose qui interpelle à la CFDT ? Alors oui, bien évidemment. Trouver des emplois de qualité pour chacun, c'est un objectif, puisque des emplois, il y a emploi et emploi de qualité. On s'aperçoit de plus en plus que les conditions de travail, la qualité de vie au travail est un facteur au-delà de la rémunération qui est pris en compte par les travailleurs et les travailleuses pour choisir cet emploi. Et donc travailler sur la qualité de vie au travail, les conditions de travail, c'est important. Et on n'ira pas vers le plein emploi si on ne travaille pas non plus sur la qualité de l'emploi. Il ne suffit pas d'avoir un besoin de main-d'œuvre pour boucher un trou avec quelqu'un. Il faut travailler sur les conditions de travail. Et tout ce qui est périphérique, la question du logement, de la mobilité, on le voit pour les chauffeurs de cars scolaires. A priori, la satisfaction de la demande serait bonne, mais pour autant, ils ont constaté qu'il y a des travailleurs qui peuvent être disponibles, mais qui ne sont pas en proximité des lieux de travail et qui n'ont pas forcément la possibilité de faire des kilomètres sur leur denier personnel pour aller pourvoir un emploi. On l'a vu d'ailleurs, la région Bretagne a lancé une grande opération de recrutement de chauffeurs de bus, en l'occurrence, puisqu'il en manque. Il en manque cruellement. Tout à fait. Et justement, la CFDT a poussé la notion de prime. S'il y a une prime de 150 € par mois qui vient compléter le salaire, puisque ce sont des temps très partiel et que c'est pas vivable en tant que tel s'il n'y a pas d'autres emplois. Et pour compléter ces coupures horaires et le manque de salaire, la CFDT avait poussé, la CFDT Transport, à ce qu'une prime supplémentaire soit accordée aux chauffeurs. Et donc il y a eu un accord pour 150 € de prime mensuelle pour favoriser. Là, c'est, on va dire, comment aider des personnes à aller vers un emploi nécessaire, utile à la société, écologiquement aussi, puisque un car, c'est beaucoup moins de voitures sur la route. Comment aider ces personnes à aller vers des métiers qui, financièrement, sont difficiles à vivre si on ne fait que ce métier-là. Alors, il y a des métiers qui finalement paient pas trop mal, on peut le dire comme ça. Ce sont les métiers de la restauration en particulier. Ces métiers, pourtant, on le voit, on peine aujourd'hui, en tout cas les patrons de restaurants, par exemple, peinent à recruter. Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors là, c'est essentiellement les conditions de travail, les conditions des coupures, puisque on travaille le midi, on travaille le soir, on travaille les week-ends, et bien les personnes qui travaillent dans l'hôtel, café, restauration ont aussi le choix, ou en tout cas le souhait d'améliorer leurs conditions de travail. Et donc, depuis très longtemps, ils n'avaient pas été discutés. Alors déjà, les salaires, et là, la CFDT aussi, on a été la seule organisation syndicale à signer un accord pour augmenter les salaires de 16% en moyenne dans l'hôtellerie, commerce, restauration. Donc là, ça fait un plus qui peut favoriser l'attractivité du métier, mais aussi à travailler, c'était une des conditions, augmenter les salaires certes, mais travailler les conditions de travail. Les notions, donc, essayer de faire des services complets sans coupure, essayer d'avoir des week-ends organisés, peut-être pas tous ces week-ends, mais des week-ends organisés, ou sur un planning à moyen terme, on sait quel week-end on travaille, quel week-end on ne travaille pas, quels sont les jours de la semaine fixes où on ne travaille pas, qui permet justement de concilier le travail et la vie personnelle. Et donc, ces métiers-là, peuvent être attractifs si on travail, les conditions de travail, la qualité de vie au travail. Voilà. Mais ça se fait par le dialogue social, ça se fait avec les équipes, les travailleurs, et ça se fait aussi au niveau de la branche pour que l'ensemble des entreprises du secteur appliquent les mêmes règles. Et là, dans l'attractivité du métier, on peut regretter justement que l'UMI, c'est une organisation patronale dans l'hôtellerie, commerce, café, restauration, ait refusé, voire contesté la mise en place de mesures favorables aux travailleurs salariés des HCR, hôtel, café, restauration, notamment pour la protection sociale. Ils ont contesté un accord qui avait été négocié avec l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales
national, notamment le groupement national des indépendants, donc plutôt ceux qui représentent les petits restaurants, les petits hôtels qui trouvaient un bon accord d'améliorer la protection sociale des travailleurs de ce secteur-là. Eh bien, ça a été contesté par une organisation professionnelle et par une autre organisation, GNC, qui est le groupement national des chaînes hôtelières, qui représente plutôt les grands hôtels. Et ça, c'est dommage, puisque un métier, c'est des conditions de travail, c'est un salaire, mais c'est aussi tout le périphérique, notamment lorsqu'on se fait soigner, lorsqu'on a besoin de la protection sociale complémentaire santé, eh bien, c'est un avantage qui a été contesté. Donc, d'un côté, on a des employeurs qui regrettent le manque d'attractivité, mais qui ne participent pas à améliorer cette attractivité. Voilà, un paradoxe, on pourrait le voir comme ça. Tout à fait. Alors, Christophe Rondel, il y a aussi la question des saisonniers. On l'a vu cet été, été particulier à tout point de vue, mais aussi dans l'emploi des saisonniers. Les jeunes, souvent, qui venaient avant dans différents corps de métier, renforcer les équipes l'été. Eh bien, cette année, beaucoup de corps de métier n'ont pas trouvé de jeunes pour venir, de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, en tout cas de saisonniers, pour venir travailler. On a vu d'ailleurs la CFDT sur le terrain aller au-devant justement de ces saisonniers, souvent les plus jeunes d'ailleurs. Tout à fait. Alors, chaque année, on va à la rencontre des travailleurs saisonniers parce que c'est un public particulier. Alors, il faut distinguer dans les saisonniers les vrais saisonniers, ceux qui font une saison en hiver, une saison en été, qui en vivent, et on va dire des jobs étudiants qui travaillent l'été parce que c'est leur disponibilité, et puis c'est là qu'il y a, du fait des congés, des permanents et des intérimaires, de la possibilité de travailler. Et donc, on va à leur rencontre pour leur expliquer leurs droits, pour leur expliquer déjà, connaître leur contrat. C'est quoi un contrat saisonnier? C'est quoi un contrat qui n'est pas saisonnier? Puisqu'il y a des différences de primes de précarité ou pas. Et dans ce qu'on a rencontré, il y a notamment la difficulté du logement qui est prise en compte. Enfin, voilà. Pouvoir travailler sur la côte, c'est pouvoir aussi soit s'y déplacer, mais le coût de l'essence fait qu'on limite ses déplacements, ou pouvoir s'y loger. Et là, on voit bien que c'est compliqué pour tout le monde, que ce soit les travailleurs permanents comme les travailleurs saisonniers. Et donc, on est allé à leur rencontre, leur parler de dispositifs qu'ils ne connaissent pas forcément, tels que Visal, qui est un dispositif de garantie de cautionnement des loyers pour les aider à être indépendants, être autonomes, sans avoir forcément le besoin de recourir à leurs parents ou je ne sais qui. Et donc, voilà, c'est leur expliquer leurs droits et d'autres dispositifs que la CFDT met à leur disposition. Sésame, qui est des avantages culturels et de loisirs, parce qu'eux aussi, ils ont le droit à vivre une pleine vie, et donc on leur met ces avantages en particulier. Voilà. Sur le logement, on a vu, alors là encore, la région Bretagne à la manœuvre, avec la possibilité de loger ces saisonniers dans des lycées qui, pendant l'été, évidemment, par définition même, sont vides. On a vu que l'opération avait plutôt bien fonctionné. Est-ce que c'est une idée à développer? Alors, pas seulement dans les lycées, mais dans d'autres, éventuellement dans d'autres établissements? Alors, j'ai cru lire ce matin que le Conseil régional, effectivement, souhaitait développer et multiplier par 10 l'opération. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir un bilan. C'est-à-dire à qui cela s'adresse, et est-ce que les saisonniers ou les travailleurs qui ont habité, enfin qui ont pris ce type de logement, est-ce que ça correspondait à leur demande initiale ou est-ce que c'était une demande par défaut? C'est important puisque ça reste quand même une chambre d'internat où ils ont un accès à un micro-ondes et un frigo. Alors, c'est le minimum, mais est-ce qu'ils ont la possibilité de recevoir des amis ou pas dans leur chambre? Il ne faut pas que ce soit non plus vélo, boulot, dodo. Un peu la caserne, quoi. Alors, voilà. Donc, c'est tirer un bilan. Et donc, si c'est utile et si ça répond à la demande, tant mieux. Et donc, il faut le développer. Après, il faut se rendre compte que là aussi, ce sont des saisonniers, on va dire plutôt de job étudiant, parce que le chef de cuisine ou le chef de rang dans un hôtel, café, restaurant, lui, il a besoin de travailler au-delà du 15 juillet et du 15 août. Or, la période d'ouverture des lycées, c'est après l'école et avant l'école. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est des saisons courtes. Donc, c'est des emplois qui sont extrêmement précarisés si on travaille que 3 semaines en juillet et 3 semaines en août. La saison, elle a besoin d'être plus grande, surtout pour les vrais saisonniers qui, eux, ont besoin de travailler beaucoup plus que 3 semaines par mois, sachant qu'en plus se rajoute une réforme de l'assurance chômage qui vient réduire les droits de tous ceux qui travaillent de moins en moins, qui travaillent effectivement, non pas sur un temps plein
dans le mois. Voilà. Donc, ces mécanismes d'aide au logement, c'est très bien. Faut voir à quel type de public ça répond et est-ce qu'il y a, et ça doit pas être la seule solution parce que les vrais saisonniers ils ont besoin d'être logés bien plus que 3 semaines en juillet, 3 semaines en août. Alors on parlait de cette précarisation finalement des saisonniers, donc on le voit aussi plus largement avec l'actualité qui nous rattrape avec cette rentrée très incertaine où on nous parle de l'augmentation exponentielle des prix de l'énergie, où on nous parle aussi d'une forme de précarisation des plus faibles, des moins riches, autant dire le mot, et souvent des gens qui ont des jobs qui ne paient pas beaucoup. Comment une organisation syndicale comme la CFDT peut essayer d'influencer le gouvernement, par exemple, pour essayer de faire en sorte que les plus faibles soient les mieux protégés? Alors justement, en ciblant les aides, nous on est favorable à ce que des mesures telles que le chèque de rentrée qui est accordé aux familles les plus modestes pour payer les fournitures scolaires, des aides pour se chauffer, puissent être distribuées effectivement plus spécialement en fonction des revenus de chacun et pas une mesure qui est distribuée à tout le monde. Personnellement, j'ai un niveau de vie qui me permet de me chauffer et de manger, donc j'ai pas besoin de recevoir cette aide. Et donc si on cible l'aide à ceux qui ont le plus besoin, on sera beaucoup plus efficace et on répondra à une attente de celles et ceux qui, effectivement, vont peut-être déjà avoir du mal à manger et en plus vont avoir du mal à se chauffer cet hiver. Donc, c'est ceux-là qu'on doit aider prioritairement. Et donc, on pousse ces revendications en rencontrant les ministres au niveau national et lors de réunions intersyndicales et avec le gouvernement. Alors, avec quand même aussi ce problème de déplacement, on voit que même s'il y a un effort qui est fait à partir de demain sur les prix des carburants, ça reste quand même cher pour les ménages les plus modestes. Ceux qui travaillent, par exemple, dans les usines ou dans des emplois précaires, vont avoir du mal à se déplacer. Effectivement, et ça, le prix de l'énergie, le prix de l'essence, malgré effectivement le plafonnement, enfin pas le plafonnement, mais les 30 centimes accordés. Voilà, le bouclier. Voilà. Alors, il faut... pour nous, on souhaite que dans les entreprises soient discuter et négocier des plans de mobilité et que, par exemple, le covoiturage soit facilité par l'organisation des horaires, des équipes, en faisant que si l'entreprise réfléchit à son organisation du travail liée à la mobilité de ses salariés, on pourra peut-être gagner du pouvoir d'achat en évitant que 4 ou 5 salariés ou 3 ou 4 salariés viennent avec chacun leur voiture et en organisant les équipes ou les horaires, eh bien peut-être qu'ils covoitureront et ce sera un trajet par semaine et non pas un trajet par jour. Alors ça nous amène aussi à la réflexion autour du climat. Alors vous allez peut-être vous poser la question pourquoi on parle du climat alors qu'on est avec une organisation syndicale, en tout cas avec son représentant. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jobs, de métiers qui arrivent, qui se sont créés, métiers parfois très technologiques autour du climat, souvent par de jeunes entreprises, de jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une véritable... Alors d'abord un engouement pour ces métiers. Est-ce qu'il y a un véritable changement dans la façon d'appréhender les métiers de demain et ceux particulièrement liés à l'environnement? Alors, effectivement, il y a la réflexion des métiers de demain. Préparer la jeunesse dans leur formation aux métiers de demain, mais pour nous aussi, ce qui importe, c'est transformer les métiers d'aujourd'hui. Tous les métiers de l'automobile, si on va vers des moteurs électriques, eh bien, il faut revoir, et d'ailleurs on l'a vu avec tout ce qui est les fonderies de Bretagne et les autres fonderies qui travaillent sur des métiers pour les véhicules à essence, eh bien, il faut les transformer. Il y a, je crois, en Mayenne, une entreprise qui est spécialisée dans les pots d'échappement. Eh bien, celle-ci, il faut aussi penser dès aujourd'hui à la transformation des emplois pour que l'emploi reste en Mayenne et que les compétences soient utilisées sur d'autres besoins, puisque s'ils ont un savoir-faire peut-être dans les pots d'échappement, ils sauront peut-être transformer ce savoir-faire sur d'autres domaines économiques. Donc, c'est essentiellement de travailler aujourd'hui par la formation en interne dans l'entreprise, par les formations qui peuvent être déployées par l'éducation nationale et les autres réseaux de formation, pour effectivement amener les salariés d'aujourd'hui vers de nouveaux emplois et permettre aux jeunes d'intégrer des emplois de demain qui seront plus ceux d'aujourd'hui. Donc, alors nous, la CFDT, on y réfléchit déjà avec, par exemple, tout le secteur de l'automobile. On y avait réfléchi avec le secteur du nucléaire également. Et puis, on a depuis 2019 une soixantaine d'organisations qui
sont regroupés au sein du pacte de pouvoir de vivre. Il y a par exemple la Fondation pour la nature et pour l'homme, mais on travaille aussi avec la Fondation, la FNE, Nature et Environnement, où tout ce qui est, on dit pas d'emploi sur une planète morte. Donc tout ce qui est transition écologique, transition durable, c'est maintenant effectivement qu'il faut engager la transformation de l'emploi et de l'économie pour être prêt et éviter des dérèglements climatiques qui amèneront des catastrophes humaines mais aussi économiques. Voilà. On a le sentiment que, alors en tout cas à la CFDT, le syndicat s'empare de cette question climatique à travers l'emploi bien sûr, alors que jusqu'à présent on a l'impression que les formations syndicales, hein, quelles qu'elles soient, n'étaient pas sur ce paradigme, j'allais dire. Alors peut-être parce que quand on regarde les catalogues, quand on est en interne, si on y est depuis longtemps, et parce que nous c'est un souci, voilà, on est une organisation syndicale certes de travailleurs et de travailleuses, mais également soucieuse de son environnement économique, social et environnemental depuis fort longtemps. Et donc, naturellement, dans nos formations, et ce qu'on a poussé aussi, c'est au sein les anciens comités d'entreprise, les CSE aujourd'hui, la question de l'environnement, de la transition énergétique, soit du développement durable, soit discuter avec les salariés. Donc pour que les salariés soient à l'aise d'en discuter avec les employeurs, ils doivent être formés, d'où des formations syndicales, effectivement liées à l'environnement. Parce que c'est les emplois de demain. Voilà. Comme on peut discuter économie, le prix du marché, voilà, on doit aussi discuter transition énergétique dans l'entreprise et comprendre ce que ça doit amener comme changement de l'emploi, des métiers et donc de la formation et l'évolution des métiers. Alors je le disais tout à l'heure, la CFDT a été beaucoup sur le terrain, on l'a vu à travers la presse et les reportages chez nos confrères de la télévision. Vous avez aussi abordé, alors on parlait des jeunes hein, tout à l'heure, avec d'autres attentes en termes d'emploi, de rémunération, mais aussi j'allais presque dire de confort dans l'emploi. Je mets les guillemets à confort, hein, bien sûr. Mais on avait aussi que vous accompagniez les changements sociétaux. Aujourd'hui, il y a une jeunesse, ou pas seulement d'ailleurs, qui ne vit plus la société comme cet ancien monde que l'on quitte finalement. Et on a vu que la CFDT était très présente. Oui, parce que il suffit pas de reproduire ce qu'on... Voilà, moi j'ai une quarantaine d'années, il suffit pas de reproduire ce que je sais pour accueillir les jeunes dans l'entreprise. Et les jeunes sont différents de moi, comme je suis différent de mes parents qui étaient différents des leurs. Et donc forcément, si on ne s'interroge pas sur les besoins de cette jeunesse, sur leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, ce qu'ils souhaitent, eh bien on va rater les emplois de demain et on va opposer des générations les unes envers les autres et ça ne va rien créer. Alors justement, il y a pour certains justement une aspiration. Le salariat n'est pas en soi un objectif. Certains souhaitent rester indépendants en étant, par exemple, livreur à vélo. Et donc, la CFDT s'est associée avec une fédération Union. On a été cofondateur de cette fédération pour justement renseigner, accueillir toutes ces nouvelles formes de travail, ces indépendants. Et il y a eu des élections récemment et on a été la deuxième organisation syndicale à ce classement. Et donc, on répond justement à ces nouvelles demandes, à ces nouvelles formes de travail. Il y a le salariat, mais il y a aussi ces nouveaux métiers, Uber Eats et ainsi de suite. Voilà. Alors, on avait l'impression que là encore les jeunes, ou en tout cas la jeune génération de travailleurs, s'étaient détachés du syndicalisme. On disait oui, bon, les syndicats, c'est un peu, d'ailleurs c'est un petit peu comme en politique, hein, on voit que les gens votent de moins en moins. Et pourtant la CFDT, en tout cas ici en Côte-d'Armor, est le syndicat qui a le plus rassemblé. Effectivement. Alors, effectivement, on est la première organisation en Bretagne, notamment, alors en Côte-d'Armor, mais dans tous les départements, plus de 50 000 adhérents, près de 42% de représentativité dans le privé, 33% dans le public. Donc, on se dit que 4 travailleurs sur 10 ont voté CFDT. Voilà, 50 000 adhérents, c'est beaucoup plus qu'un grand nombre de partis politiques réunis. Donc, le syndicalisme intéresse. Et il intéresse parce que, justement, on sait parler aux jeunes, on sait parler aux nouveaux travailleurs, en leur disant le syndicalisme, c'est pas que la manifestation dans la rue,
c'est un mode d'action, mais ce n'est pas le seul. Et on s'intéresse à des sujets de société, la question de l'environnement, la question de l'accueil, pas de transphobie au travail, ça peut parler. Voilà, donc c'est des sujets de société que l'on porte, et pas d'aujourd'hui parce qu'ils sont à la mode. On était l'une des organisations syndicales qui portait la loi pour la légalisation de l'avortement. Donc voyez-vous, ça a 50 ans, cette question de société au sein de la CFDT. Voilà, on a porté aussi lors d'un congrès le choix de la possibilité de choisir sa fin de vie. Eh bien voilà, on est très loin du monde du travail, très loin de la question du salaire ou des conditions d'emploi, mais c'est ça la CFDT. Voilà. On ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Voilà, justement, est-ce que c'est pas ça le renouvellement du syndicalisme, de coller à la vie des gens, aux grands sujets de société, aux grandes réflexions? Eh bien, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le porte. En s'associant avec 60 organisations, il y a la Fondation Emmaüs, que je vous ai parlé avec le Pacte de pouvoir de vivre, il y a des organisations de jeunesse, il y a diverses organisations environnementales, d'accompagnement aussi des jeunes ou de soutien et de solidarité avec les migrants. Eh bien, on s'intéresse à la vie d'aujourd'hui. Et le syndicalisme, ce n'est pas que la vie dans l'entreprise. Le travailleur ou la travailleuse, elle a une vie également chez soi. Et si ça ne se passe pas bien chez soi, ça ne se passera pas bien à l'entreprise. Donc il faut s'intéresser à tout et s'intéresser à chacun, hein, puisque chacun est important. Voilà. Alors vous parliez... C'est philosophique, mais c'est important. Non, mais c'est important, la philosophie, voilà. Même le matin à la radio. Christophe Rondel, vous avez lâché le mot migrant. Aujourd'hui, on voit beaucoup de migrants qui cherchent des emplois, qui cherchent à s'investir dans la vie, tout simplement. Comment vous les accompagnez, vous, à la CFDT? Alors, soit en les recevant, par exemple, lors de permanences juridiques. Hein, je sais que dans le Finistère, par exemple, cet été, ils ont eu justement quelques problèmes de travailleurs migrants qui n'avaient pas de contrat de travail. Alors, en situation légale, qui devaient avoir un contrat de travail, et du fait d'une difficulté avec la langue ou de la connaissance du droit, se trouvaient sans contrat de travail. Et donc, eh bien voilà, déjà, c'est là les renseigner à la base. Ils viennent voir un syndicat droit du travail. Voilà. C'est aussi comment on travaille avec les organisations qui accompagnent les migrants, parce que c'est quand même pas notre spécialité, et pour porter des revendications et les faire connaître. On s'aperçoit que, justement, travailler suppose avoir une carte qui permet de travailler, et les services de l'État sont, malgré le manque de main-d'œuvre, malgré ceci, sont pas très prompts à délivrer ou à renouveler surtout des cartes de travail. Et donc on a des personnes bien intégrées, on a vu des reportages, hein, des boulangers ou autres. Qui ont fait, un boulanger en particulier qui a fait une grève de la faim. C'est ça. Alors je crois que son jeune apprenti était sans papier. Et où il arrivait à 18 ans. Et comme il arrivait à 18 ans, il perdait les droits de l'étranger mineur. Et parce qu'il avait 18 ans, paf, il ne pouvait plus travailler. Voilà. Et donc, eh bien, ça, dénoncer les situations de travailleurs qui souhaitent s'intégrer, qui participent à la vie sociale, à la vie économique, et parce que les services de l'État sont beaucoup plus compliqués à contacter. Hein. Maintenant, tout se fait via Internet, il n'y a plus de permanence physique, et donc, eh bien, il faut quasiment veiller la nuit pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc ça, dénoncer ces situations, les relayer, permet, en tout cas pour nous, de participer à l'accueil des migrants et à leur intégration au mieux. Il nous reste une petite minute, Christophe Rondel. Quels sont, en deux mots, les grands chantiers qui attendent la CFDT en cette rentrée? Alors nous, on est les 27, 28, 29 en contact avec les salariés dans le cadre d'une réponse à emporter. On va au contact, on va à destination des jeunes, dans les foyers jeunes travailleurs, à destination dans les CFA. Ça, c'est notre rentrée. Après, il y a une rentrée sociale, effectivement, qui est chaude. On sera vigilant, on est présent dans les entreprises, on souhaite agir dans les entreprises avant d'agir dans la rue. Donc sans doute, on ne sera pas le 29 septembre dans la rue, mouvement politique ou syndical, on ne sait pas trop. Nous, on n'aime pas le mélange des genres. Donc voilà, notre rentrée, c'est être au contact avec les travailleurs. Et ce n'est pas forcément de défiler derrière des drapeaux. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Christophe Rondel, merci d'être venu en direct ce matin sur l'antenne de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CFDT Bretagne. Merci en tout cas d'avoir été au micro en direct et bonne journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.